Alors, je salue l'arrivée sur ce plateau de Valérance de Saint-Just. Bonsoir. Vous êtes trésorier du Front National, président du Front National Île-de-France. Donc, merci d'être avec nous. Merci. Et puis, je salue également Olivia Grégoire, conseillère en stratégie d'influence, fondatrice du cabinet Olicaer. Merci d'être avec nous. Peut-être, Frédéric, un mot sur, eh bien, puisque notre invité Valérance Saint-Just, sur ce que va être, en quelque sorte, le match dans ces 15 jours entre Emmanuel Macron, qui a dit vouloir aussi être, qui dit être patriote ce soir, donc il fait la triangulation, il va sur les terres de l'adversaire. Ça va être un duel très âpre, ces 15 jours. Un match, comme vous le dites, c'est-à-dire, je ne dis pas qu'on l'appelait de nos voeux, mais le programme de M. Macron, enfin ce qu'on en sait, est tellement différent du nôtre que j'espère que pendant les 15 jours, ils vont pouvoir être vraiment confrontés. Ça ne sera pas la même atmosphère, je l'espère, qu'en 2002, que j'ai connue. Ils vont pouvoir être vraiment confrontés et les Français vont pouvoir choisir démocratiquement et complètement dans 15 jours. Ils prendront leurs responsabilités et leur choix sera le bon choix parce que ce sera le choix démocratique. C'est ça à quoi nous aspirons. Oui. Mais la campagne, ça va être quoi? Mondialiste ou anti-mondialiste? Puisque c'est ce que dit beaucoup Marine Le Pen. Prenons pas mondialiste. Ce qui est plus proche de nous quand même et plus parlant pour les Français, c'est la soumission ou non à l'Union européenne telle qu'elle existe à l'heure actuelle. Et de ce principe, de cette attitude découlent 3 points très importants: les questions d'immigration, les questions d'insécurité et les questions économiques. Soit on se place toujours sous les ordres de l'Union européenne, soit on dit, telle qu'elle existe à l'heure actuelle, soit on dit il faut tout reconstruire. Soit on constate que l'Union européenne, aujourd'hui, est un échec. Pour nous, la France est un échec pour nous, la France, et nous disons, et nous préconisons de remettre les choses à plat, de négocier avec l'Union européenne et d'en sortir si on n'obtient pas gain de cause. Et d'en sortir si on n'obtient pas de gain de cause. Moi, il y a des incidents qui m'ont toujours frappé ces 15 dernières années. Les Anglais ont obtenu 3 fois de suite de la part de Bruxelles et de l'Union européenne des autorisations spéciales de mesures de protectionnisme à l'intérieur de l'Europe et vis-à-vis des autres pays extérieurs de l'Europe pour un certain nombre de productions qui leur étaient indispensables. L'Union européenne, quand on a un courage et une volonté politique, elle est capable de reconnaître ce courage et cette volonté politique. Je pense que M. Macron, lui, a fait d'un dogme une espèce de religion, cette soumission à l'Union européenne. D'ailleurs, on entend ces mots qui sont souvent que des mots, d'ailleurs, mais c'est un dogme. L'euro, c'est une religion, c'est un principe absolument intangible. Merci. Et ça me fait toujours penser à de la politique du chien crevé au fil de l'eau. On regarde ce chien crevé passer, on constate les échecs et on ne veut rien faire. Alors, vous n'avez pas entendu peut-être, mais François Patria dit faites attention à ce que vous dites à propos des chiens crevés, il est vétéraire. Voilà. Ne dites pas n'importe quoi sur les chiens malades ou les chiens morts. Il ira les chiens morts, il n'y a plus rien à faire pour eux. On va rejoindre dans le fief de Marine Le Pen, donc dans le Nord, à Hénin-Beaumont, Karim Akiki de France 24. Bonsoir, Karim. Alors, voilà, c'est une semaine, c'est 15 jours qui vont être d'une âpreté terrible entre les deux candidats. Est-ce que vous savez déjà quelle va être la stratégie de Marine Le Pen ? Marine Le Pen, oui, vous avez raison, Roselyne, elle va passer à la deuxième étape. On nous dit ici qu'elle va alterner, comme elle avait fait pour le premier tour, des petits meetings, c'est-à-dire des rendez-vous avec les Français, et puis des grands meetings. Nous avons déjà une date, par exemple le 27, elle sera à Nice. Elle va continuer dans cette stratégie pour aller à la rencontre des Français. Je parlais avec le maire d'Hénin-Beaumont qui me dit tout commence maintenant pour Marine Le Pen. On rentre dans une deuxième phase de la campagne électorale. Merci beaucoup, Karim. Merci. Olivia Grégoire, donc vous êtes conseillère en stratégie d'influence. J'imagine que le cas Macron pour vous est sinon un cas d'école, au moins un cas intéressant à étudier. Quelle est la recette, selon vous, de son succès et de cette ascension quand même assez fulgurante ? Alors, oui, effectivement, Emmanuel Macron est très intéressant. Je suis plutôt spécialisée en communication d'influence et j'ai la chance ou la malchance d'avoir fait un peu de politique aussi dans une ancienne vie.
Recette, je ne sais pas. Je dis souvent que la communication, c'est pas de la magie. Je ne suis pas sûr que ce soit la communication d'Emmanuel Macron uniquement qui l'ait fait gagner ce soir. Si on fait le parallèle, la communication de Jean-Luc Mélenchon, qui était plutôt moderne, intéressante, assez adaptée, semble-t-il, encore une fois, c'est pas un jugement sur le programme, mais sur la communication des candidats, n'arrive pas au même résultat. Donc je pense que toujours, pareil, la communication c'est utile, mais c'est loin d'être de la magie. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait une recette. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a un peu comme vous le disiez, il y a beaucoup de choses. Ce soir, on est sur ces plateaux, on commente, mais je trouve que c'est vraiment un moment, moi, historique. Historique pour beaucoup de raisons. Vous l'avez dit avant que j'arrive, je ne vais pas vous répéter, mais effectivement, 21 avril, 2 fois. Au-delà de ça, des choses avec un candidat très tout de même étonnantes. du Parti Socialiste qui était en 2002, qui était favori. Hein. Qui Ce qui n'est était pas favori. le cas aujourd'hui. Quand Mais même, la non. différence, elle est importante. tout de Oui, même. mais à l'inverse, au Pas- plan historique, juste, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait, jusqu'à maintenant quand même, et c'est Maurice Duverger qui le disait, une quadrille bipolaire en France, avec 2 grands partis. On a aujourd'hui une mais quadripolaire. On a, plus ou moins, on verra comment les résultats vont se stabiliser, mais 4 partis, 4 forces en puissance, qui oscillent aux alentours de 15, 22, 20%. Et on a aujourd'hui une démocratie qui est profondément anti-système. Aujourd'hui, là où Emmanuel Macron est étonnant, et je pense qu'aucun des sondeurs ni des analystes ne l'aurait prévu, c'est que dans le contexte actuel, celui qu'on connaît depuis 2015, on s'attendait à ce que, notamment en communication, les thématiques immigration, sécuritaire, qui sont les thématiques, je dirais, naturelles du Parti Front National, soit les thématiques qui animent l'entièreté de la campagne. Et en réalité, on s'est rendu compte que toute la campagne ne s'est pas jouée sur ces thématiques. Le Front National a eu une relative difficulté en communication à imposer ces thèmes de campagne. Et on se rend compte que Emmanuel Macron a soulevé, avec le renouvellement, avec d'autres sujets, des thématiques de campagne qui étaient beaucoup plus en rapport de l'opinion. Pour conclure, et c'est Gilles Finkelstein qui le dit avec talent, et je reprends ces mots, Emmanuel Macron se trouve aujourd'hui dans une configuration où c'est le bon candidat au bon endroit, au bon moment. C'est assez simple. Right man. Il est, mais surtout right moment at the right place. Ouais. Il a su jouer d'une chose, et je vous demande à tous, si vous ne l'avez pas fait, de relire cette étude de l'Institut Jean Jaurès qui a plusieurs mois maintenant, 20 000 sondés, donc on est sur des études lourdes et intéressantes. Vous avez des Français qui, sur une échelle de 0 à 10, ont rangé les candidats. On a des candidats très polarisés. Entre François Fillon et Benoît Hamon, vous avez la droite dure et la gauche dure. Et vous avez des Français qui se situent, en termes d'opinion, à 5,2, qui penchent un peu à droite. Oui. Oui. Merci. François Patriat, finalement, tout à l'heure, la question a été posée à François Bayrou. Est-ce que Emmanuel Macron n'a pas réussi ce que vous n'avez pas réussi? Il a répondu oui. Pourquoi, selon vous? Pourquoi ça n'a pas pris avec François Bayrou et pourquoi ça a marché avec Emmanuel Macron? Parce que ce qu'il a fait, finalement, n'est pas très différent de ce que proposait François Bayrou. Complètement, parce que je crois qu'il y a dans la démarche d'Emmanuel Macron d'abord une vision que n'a pas eue François. Il pensait le centre devrait exister. Mais Emmanuel Macron a dit le centre devrait exister, mais comment peut-il exister? Il ne peut pas exister seul, il doit exister avec des alliés à droite et à gauche. Et de l'avoir dit comme tel, vous savez, c'était quand même un vieux vrai français, cette espèce d'unité nationale que tout le monde souhaiterait. Il l'a fait intelligemment en disant je ne prends pas seulement des gens de droite, des gens de gauche. Moi, je vais faire un nouveau clivage entre les Français, entre les progressistes et les conservateurs. Ça, François Bayrou ne l'avait pas fait avant, jamais. On dit, voilà, tous les gens de bonne volonté, si vous voulez. Tous les gens qui croient à la réforme. Le progressisme, c'est un peu un mot valise dans lequel on met ce qu'on veut. Non, pas du tout, parce qu'on a quand même bien vu... Qui que n'est pas certains- progressiste? Non, pas du tout. Écoutez, Eh si, non, écoutez, tout le monde croit au progrès. Pas du tout. Quand je vois les voix du populisme que j'entends, quand je vois le refus de l'Europe que vous affichez, alors que la France ne peut pas exister sans l'Europe aujourd'hui, et qu'Emmanuel Macron a été le premier, il y a 7 ou 8 mois, à remettre l'Europe dans le débat de la Et à la faire présidentielle. applaudir dans Et ses il l'a meetings, dit, ouais. et il l'a dit avec beaucoup de force. Donc, non, tout le monde n'est pas progressiste. Vous savez, il y a aujourd'hui des conservateurs à droite et à gauche. Moi, je vois les Nous ne frondeurs. sommes ni Moi, je vois- conservateurs, Non, mais ni réactionnaires. Vous êtes populiste, et vous croyez aujourd'hui que le seul ennemi On a de la accusé France, Emmanuel c'est Macron de l'immigration. faire du Non, populisme pas du tout. light. Non, On l'a non, entendu. pas du tout. On l'a entendu À chez quel certains moment commentateurs. Est-ce que vous pensez que c'est trop populiste que de proposer les réformes telles qu'il Non, va de dire proposer que le aujourd'hui, hors-système. On les de connaît pas, ces remettre en réformes. contre le paritarisme, Il n'y a pas de programme. aussi bien dans la santé que dans C'est-à-dire, l'UNEDIC. c'est ce qui fait son charme.
c'est qu'il n'a pas de programme, Écoutez, M. Macron. Ce qui fait le charme d'Emmanuel Macron, c'est que c'était le seul programme qui est à la fois chiffré et réalisable et qui a en lui les réformes dont la France a besoin. Les autres programmes, celui de Marine Le Pen, celui de François Fillon, voire celui d'ailleurs de Mélenchon et de Hamon, et des programmes clivants mais irréalisables parce que pas du tout financés et pas du tout réalisables en temps de France. Donc, voilà, c'est le bon programme parce que c'est le programme, c'est the right programme in the right place. Ça va être quoi l'angle d'attaque, la stratégie de la question que je posais à Karim Akiki tout à l'heure, l'angle d'attaque de votre candidate Marine Le Pen envers Emmanuel Macron? C'est d'abord de montrer que Emmanuel Macron sera le candidat qui sera incapable de protéger les Français. Avec sa volonté de continuer à ne plus avoir du tout de frontières, que ce soit les frontières françaises ou les frontières européennes, sa volonté immigrationniste, là, à tout craint, même Jean-Luc Mélenchon est battu. Son absence de propos sur les questions éminemment importantes de terrorisme et de sécurité, son absence de programme, c'est extraordinaire qu'il y a 3 jours, il est dit, mais sans que ça impressionne les Français, dire ah quand même, je ne vais pas bâtir un programme contre le terrorisme en une nuit. Il dit ça parce qu'il n'en a pas de programme contre le terrorisme. Vous non plus, vous n'en avez Qu'est-ce pas. que vous avez comme Enfin, programme? écoutez, Quel est le programme? Demandez le programme. Voyons, monsieur, quand on fait de la politique, non seulement il faut connaître son programme, mais il faut essayer de lire un peu le programme Il y a des peu de autres temps que j'en fais, aussi. malheureusement. Bon, eh ben, essayez de lire les écoutez, programmes. Vous auriez dû lire vous n'avez pas le lu. programme de Marine Le Pen, puisqu'elle est au 2e tour. Très bien. La reconstitution immédiate, c'est la première mesure qu'elle a. Vous étiez peut-être dans une cave toute la semaine dernière. Pas du tout. La première mesure qu'elle a dit Je qu'elle défends les caves en ferait, Bourgogne, rassurez-vous. J'aime bien ferait les caves. quand elle serait au pouvoir, ça serait de recréer les frontières françaises Non. et de sortir de Emmanuel Schengen. Macron a parti de la task force qu'il fallait mettre Non en mais place. d'accord, on du connaît M. renseignement, Macron. des moyens pour la C'est police, lui, de c'est l'Europe. lui Non, non, il a un vrai qui ne programme. protégera pas les Français. Et les Français vont s'en rendre compte pendant les 15 jours. Alors que Marine Le Pen a fait dans ses chevaux de bataille de sa campagne la protection par les frontières, la protection sociale, la protection de tous les jours, la protection pour les retraites des Français. Avec Et quel c'est argent? ça qui... Avec quel argent? Mais Avec les dépenses, avec quel argent? le programme est parfaitement financé. À aucun moment, Regardez-le Madame Le un Pen ne montre instant. comment créer de la Mais bien croissance et créer entendu de la que si. Jamais. On a fait la Jamais. différence. Alors, messieurs, on va peut-être reprendre un petit peu les choses en main, parce que si vous permettez. Non, mais on peut continuer. Mais à dialoguer. je n'oublie pas une C'est ce seconde. qui va se passer. Mais- Je voulais dire une chose. C'est passionnant, que mais on va passer à autre cette chose. confrontation sur le fond Ouais. aura lieu si vous, les journalistes aussi, vous le permettez. Permettez-moi de vous dire Mais ça. on va essayer. Parce que vous avez Ouais. un rôle éminent à jouer pendant ces 15 jours, de permettre, peut-être pas un dialogue direct, puisque c'est pas dans les convenances, je suis d'accord avec vous, mais un dialogue et une confrontation. Vous parliez d'âpreté tout à l'heure. Pas besoin d'être âpre, simplement, ça a besoin d'être... Je ne dis pas que vous étiez âpre, que le débat sera âpre. Oui, le débat... mais C'est sain, un débat âpre. J'ai- C'est sain. et complet. Soyons, Alors, précis. Soyons prend- rigoureux et précis. On prend la direction du quartier général. Ah bon, alors, pas tout de suite. Donc finalement, on aurait pu vous C'est le laisser direct. continuer, en Oui, fait. oui, oui. On vous a Donc, interrompu. Il y a un point sur lequel je voulais revenir. Non, mais sur vous bah, avez il a- beaucoup parlé, mais- trop peu répondre. Ouais. Non, Oui, mais laissez- on peut répondre. non, mais Il y a d'un pas mot, grand-chose à d'un répondre. mot. Je vais vous dire 2 mots. Ouais. Parce que vous avez compris que la démarche d'Emmanuel Macron et tout son programme repose sur 2 mots. Protéger, libérer. Nous libérons les forces vives et nous protégeons les Français dans toutes leurs classes. Et que c'est décliné à travers le programme de façon à la fois éloquente et concrète. Et ça, vous avez oublié de le dire. Oui, mais ce Alors, sont des mots, ça. voilà. Il y a Alors, on une se- chose que vous disiez qui était très intéressante, c'est ces 4 forces qui sont entre 18 et 22% à l'heure actuelle. À mon avis, c'est tout à fait vrai, mais ça vient démontrer la nécessité absolue de l'instauration de la proportionnelle à l'Assemblée nationale, pour que toutes ces forces-là puissent être représentées de façon équilibrée au Parlement. Franchement, je crois que ça changerait la nature des rapports politiques et des rapports des Français à la politique. Alors, Part de on prend, proportionnelle dans le programme s'il vous d'Emmanuel plaît, Macron, part de s'il vous proportionnelle. plaît, on prend la direction donc du QG de campagne d'Emmanuel Macron, où on va retrouver Karina Chabour, qui a, je crois, quelqu'un à ses côtés. Non, je n'ai personne à mes côtés, Ah mais bon, je me suis bah alors, entretenue il y a quelques minutes mais avec vous allez nous parler de avec, quelqu'un et on va l'entendre. le général Trinquant. Ouais.
Voilà, exactement, on va y arriver. Non, simplement pour vous dire qu'ici, c'était vraiment la fin de cette soirée électorale, qu'on est en train de ranger en gros les décors, et qu'on retiendra évidemment de ce discours d'Emmanuel Macron qu'il était solennel, classique finalement dans sa forme, qu'il a remercié les 11 candidats, en particulier Benoît Hamon et François Fillon, qui ont appelé à voter pour lui. Il a remercié ses militants sans qui En Marche n'existerait pas, sa famille, en particulier son épouse Brigitte, et que maintenant, évidemment, une fois qu'il a gagné son premier pari, d'être qualifié au second tour, il s'agit d'être le vainqueur du second, et puis surtout de former cette majorité gouvernementale et parlementaire. Et à ce propos, j'étais il y a quelques minutes effectivement avec le général Trinquant. Je vous propose de l'écouter. La prochaine étape, c'est naturellement la préparation du second tour, qui est important, et le rassemblement qui doit s'opérer de tous ceux qui sont déçus ou pas déçus, mais qui vont devoir se rallier à Emmanuel Macron de façon à présenter une France unie pour un projet pour la France. Alors pour le deuxième tour, j'y crois très fermement. Ensuite, il faut construire une majorité parlementaire. Voilà, donc on était en direct avec Karina Chabour du QG d'Emmanuel Macron, et la fête est finie puisqu'on rentre. On range déjà les chaises, et puis on aborde bien sûr pour la semaine des nouveaux défis qui sera d'affronter Marine Le Pen. Si Emmanuel Macron gagnait cette élection, après on pourra faire votre hypothèse pour ne pas faire de jaloux, mais est-ce que ça recomposera forcément les forces politiques? Les Français n'en peuvent plus, Véronique Rigolet, de cette guerre de religion entre la droite et la gauche, de ce clivage qui est sclérosé. Est-ce que s'il y avait une recomposition de cette vie politique, est-ce que ce ne serait pas un problème pour le Front National, où la bulle se réduirait, puisque tout se reconstruirait autour d'une espèce de coalition ou de majorité d'idées? Avec l'élimination au premier tour Ou le et de la clivage droite restera, et de la gauche, on peut dire ce soir que la recomposition de la vie politique française, elle est en marche. Elle a commencé ce soir, ça restera une date historique sous la 5e. Il va falloir reconstruire, et voilà pourquoi ça va peser lourd dans les prochains jours sur les épaules d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'on peut dire également qu'il y a encore un suspense sur l'issue de cette présidentielle? Est-ce que face au rouleau compresseur, le FN peut encore gagner? Évidemment, vous allez m'expliquer sans doute que oui, mais c'est très peu probable quand même. Après, il y aura les législatives, et le Front National aura nécessairement un coup à jouer. Je ne dis pas que le Front National a tout de suite gagné, mais c'est quand même très peu probable qu'il l'emporte cette fois-ci. Parce que la recomposition, est-ce qu'elle se fera aux dépens du FN? Je ne sais pas. Pardon? Oui. Souvenez-vous de Donald Trump. Oui. Oui, il avait tout le monde. On a du mal à l'oublier. Mais le rouleau compresseur, Véronique Rigolet, c'est quoi dont vous parlez? C'est Emmanuel Macron ou c'est Emmanuel Macron plus les Républicains? Voilà. D'où la question d'après. Quelle majorité pour le président Macron? Est-ce que ça sera une majorité de coalition avec la droite ou avec la gauche? On sait qu'à gauche, un garçon comme Manuel Valls, qui se veut des forces progressistes, lui aussi serait prêt à lui donner son aide, ce qui ne sera pas le cas des frondeurs du PS. On leur a reposé la question ce soir. Pour eux, Emmanuel Macron est de droite. On a vu la main tendue ce soir d'un jupéiste comme Hervé Guémard, qui dit faisons une plateforme sur l'Europe, on a des tas de choses à partager avec Macron. La recomposition, c'est à partir au détriment du FN. Maintenant, voilà, donc il va répondre. Le FN pourrait en faire les. Il va nous répondre. Est-ce que vous avez vu la position de Jean-Luc Mélenchon? Ça, c'est jamais vu aussi. Il est dans son QG, là, encore, à attendre les résultats. Oui, pour la gauche, oui. Il ne choisirait pas. Aucune consigne de vote. Il va demander à ses adhérents. Il attend la stabilisation des résultats. Voilà. Oui, mais pour que quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon, le dimanche soir, à 10h30 ou 11h, ne dise pas à tous les autres, il faut voter pour Emmanuel Macron pour détruire Marine Le Pen, c'est déjà une avancée absolument considérable. Pour qui? Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Pour vous? Oui, pour vous. Oui, votre analyse, c'est quoi? Pour le débat démocratique. Pourquoi ça veut dire que les extrêmes peuvent se rencontrer? Mais non, mais vous êtes toujours dans la logorée des extrêmes. François Patriat, vous pensez vraiment qu'il y a une forme de précaution? Non, mais laissez parler, laissez répondre peut-être Valérie Rancière. Laissez-le finir. On sait très bien que l'électorat populaire dont il a bénéficié, cette fois-ci ou dans d'autres élections, est le même que l'électorat populaire du Front National. Et qu'il y a là, nous avons comme lui une assise dans les quartiers populaires, dans les villages, dans les bourgs, dans la France des oubliés, qui peut être la même, qui peut se comparer. Et Jean-Luc Mélenchon, devant en plus la bulle
qu'est Emmanuel Macron, se retient le dimanche soir et ne dit pas il faut voter pour Emmanuel Macron. Et je trouve ça extraordinairement significatif. Je pense en plus, ça je sais peut-être présomptueux de ma part, mais je le dis quand même, je pense en plus que les débats, les confrontations de ces 15 jours vont montrer la puissance de Marine Le Pen et le fait que M. Macron soit une bulle qui, comme la bulle, une bulle Internet, comme ça, est propre à éclater. Alors, et c'est grâce à cela qu'elle gagnera le soir du deuxième tour, et vous levez les yeux au ciel ou les bras au ciel. Non, pas du tout, c'est sur la bulle que je levais les yeux. Éclater la bulle, ça fait un an. Hein. La bulle, ça fait un an. La bulle Internet, la bulle immobilière aux États-Unis, elle a mis des années à gonfler, et puis tout d'un coup, elle a éclaté. Enfin bon, écoutez, de toute façon, je suis votre adversaire politique, je ne vais pas vous dire des amabilités. Macron a été votre bouc émissaire toute la campagne. Mais on ne comprend rien de ce qu'il dit et il n'a pas de programme. Vous n'êtes pas assez mais il plaît quand même. Je regrette. Non, c'est ça, je ne suis pas assez intelligent. Et les Français non plus, parce que ils vont voir. Oui, mais moi, je comprends. Attendez, monsieur. 23%. Olivia, 23% au premier tour. Alors, on va me dire, Marine Le Pen, 21%, 22%, 23%. Voilà. Vous allez il est premier quand même. D'accord. Il va gagner éventuellement comme Chirac a gagné en 2002. Et Chirac n'a rien fait pendant toute son... a été incapable de faire quoi que ce soit pendant tout son mandat. Et ça peut être exactement la même chose. Olivia Grégoire, conseillère en stratégie d'influence, fondatrice donc du cabinet Olicard. Peut-être, dites, à votre avis, comment vont se passer les reports de voix? Est-ce que une partie des électeurs de François Fillon, qui sont aujourd'hui donc orphelins, que vont-ils faire? On vient de voir que Mélenchon ne donnait pas de consignes de vote, mais bon, les consignes, c'est un peu old-fashion aujourd'hui. Les électeurs font ce qu'ils veulent. On n'est plus dans la directive du parti. Et puis aussi, l'électorat du Parti socialiste qui pèse pas grand-chose ce soir, puisque c'est 6%. Voilà, comment tout ça va s'articuler d'après vous? Alors vous avez déjà en partie brillamment répondu à la question dans la question, puisqu'effectivement il se passe beaucoup de choses, avec notamment un Parti socialiste extrêmement faible. Je pense qu'il pourra avoir eu pas mal d'analystes et de sondeurs avant d'avoir le plaisir d'être sur ce plateau. Au moment où on se parle, c'est extrêmement compliqué de parler de report. Je pense qu'il faut laisser quelques jours se passer. Vous l'avez dit, c'est terminé le temps où les partis étaient propriétaires, entre guillemets, du vote des sympathisants. Aujourd'hui, les Français se sentent très libres par rapport à ça. Et on le voit d'ailleurs, ce sont 2 candidats anti-parti ou anti-système qui remportent cette première bataille. Bien intelligent est celui qui peut aujourd'hui affirmer que 42%, par exemple, de l'électorat Fillon irait se reporter sur le vote Front National. Je pense qu'il faut laisser un peu... les Républicains aussi digérer, et le Parti Socialiste digérer. Ce sont des défaites qui sont lourdes et virulentes, avec des bureaux politiques importants demain matin. Donc moi, j'aime pas la précipitation, laissons-nous un peu de temps. Ce qui est sûr, c'est que y a quand même un candidat plutôt progressiste, pour ne pas dire non, parce que républicain, je veux pas moi rentrer dans vos combats, donc on va dire les progressistes contre les identitaires, on va dire ça comme ça. Et j'ai quand même le sentiment qu'on a une France qui est un peu plus sur le progressisme que sur l'identité. On verra comment jouent les reports. Ouais. Ce qui est passionnant en communication, c'est que ces 15 jours, et c'est la chaîne anglaise qui le disait il y a quelques minutes, vont être terribles. La bataille de la com, ça va être quoi la bataille de la com? Ça va être plus que la com. Ça va être les batailles du fond. Ça va être la bataille de 2 projets de société. Oui, ça va être la bataille de 2 civilisations et 2 projets de civilisation proposés aux Français. Et la com ne jouera pas beaucoup, parce que les 2 candidats sont d'ailleurs des masters en com, tous les 2, que ce soit Marine Le Pen ou que ce soit Emmanuel Macron. Ouais. Donc non, en revanche, ce qui est passionnant, c'est qu'on a un miroir inversé. Tous les marqueurs d'Emmanuel Macron, c'est tout l'inverse pour Marine Le Pen, et à l'inverse, électoralement, tous les CSP+, CSP-, générationnel et tout. C'est le candidat dont elle rêvait. Elle disait, si je pouvais le dessiner, il serait aussi beau qu'Emmanuel Macron. Et inversement, je pense que face à Marine Le Pen, Emmanuel Macron a aussi toute l'attitude pour exprimer son programme. Oui. C'est toujours, quand il y a des divergences aussi puissantes, on va avoir des combats, et notamment dans les débats, qui vont être d'une violence incommensurable. Oui, le débat déjà entre les deux, où là ça va être, Est-ce qu'il va faire le poids, Emmanuel Macron, face à Marine Le Pen, qui a quand même sur l'invective, on voit, elle est
va dire qu'elle est puissante, quoi, face aux autres, quoi. Elle a une puissance. Donc, est-ce que Emmanuel Macron va déjà démontré dans tenir le coup qu'il était le seul à vouloir l'affronter vraiment. Il a été le seul à la désigner comme l'adversaire principal dans les débats qu'il a fait avec les autres candidats. Ensuite, je fais confiance, pour l'avoir vu dans plusieurs débats en face à face, dans la capacité d'analyse, dans l'expression, dans les mots choisis, parce qu'Emmanuel Macron a un vocabulaire très riche, très fourni, très choisi, très ciblant, très impactant et qui fera mouche à chaque fois. Donc, je ne doute pas de sa réflexion, de sa capacité, et surtout, on a la France du repli, et puis la France, pas seulement de l'ouverture, mais la France de l'ouverture sur le monde. Pensez aujourd'hui que les agriculteurs, les viticulteurs, les entrepreneurs, les PME pourraient vivre uniquement sur le socle de la France aujourd'hui. C'est un rêve utopique qui nous mènerait à la ruine. François Patriat, juste sur un plan beaucoup plus pragmatique, est-ce que vous avez déjà étudié quand même dans l'équipe d'Emmanuel Macron l'hypothèse selon laquelle vous n'auriez pas de majorité au Parlement? J'ai connu ça, moi j'ai le privilège, l'excuse, d'avoir été élu en 80 dans les mêmes conditions. En 80, lorsque François Mitterrand est passé au premier tour, on a dit il n'aura jamais de majorité. Et on a vu. Et moi j'ai fait une blitz campagne à l'époque de 3 semaines et on a bien fait la majorité à ce moment-là. Je pense que comment ça va se passer? Si Emmanuel Macron est élu, regardez la solution, il dira voilà mon projet, voilà mon Premier ministre, ma Premier ministre, voilà mon gouvernement, voilà les réformes que je veux faire, donnez-moi les moyens de le mettre en œuvre et il aura la majorité. Alors, on va accueillir d'autres invités. Peut-être on va rappeler les chiffres, oui, c'est une Frédéric. Bonne idée. Voilà, qui sont... Alors, est-ce qu'on peut parler de résultats à cette heure tardive, 23h30 je pense, c'est peut-être dans la nuit ou demain matin, mais bon, ça ne devrait pas beaucoup bouger. Donc, les estimations de notre partenaire Ipsos, Emmanuel Macron, donc 23,9% face à Marine Le Pen, donc 21,7%. Qu'est-ce qu'on disait? Viennent ensuite... Et pour les autres candidats, voilà. Attends, si vous permettez, juste, François Patriat, on termine, enfin, parce que tout de même, François Fillon, 20%, qui, voilà, évidemment, c'est une lourde déception pour lui. Jean-Luc Mélenchon, 19,2%. Benoît Hamon, 6,3%. Nicolas Dupont-Aignan, 4,8%. Et les petits. Et reste ceux qu'on a, encore une fois, voilà, parfois appelés les petits. Donc, Jean Lassalle, 1,2%. Philippe Poutou, 1,1%. François Asselineau, 0,9%. Nathalie Arthaud, 0,7%. Et Jacques Cheminade, 0,2%. Voilà, donc je vous propose de voir des extraits, d'entendre des extraits, parce que nous sommes aussi à la radio, il ne faut pas l'oublier, eh bien, des candidats ce soir. Je vous propose donc un florilège de ces discours et de ces réactions. Mes chers compatriotes, vous m'avez porté au second tour de l'élection présidentielle. J'en mesure l'honneur, avec humilité et reconnaissance. Je voudrais vous exprimer, à vous, électeurs patriotes français, ma plus profonde gratitude. Ce résultat est historique. Il fait reposer sur moi désormais la responsabilité immense de la défense de la nation française, de son unité, de sa sécurité, de sa culture, de sa prospérité et de son indépendance. Malgré tous mes efforts, malgré ma détermination, je n'ai pas réussi à vous convaincre. Les obstacles mis sur ma route étaient trop nombreux, trop cruels. Le moment venu, la vérité de cette élection sera écrite. Dans l'immédiat, j'assume mes responsabilités. Cette défaite est la mienne, et c'est à moi et à moi seul qu'il revient de la porter. Il n'y a pas d'autre choix que de voter contre l'extrême droite. Je voterai donc en faveur d'Emmanuel Macron. J'estime de mon devoir de vous le dire avec franchise, et il vous revient maintenant en conscience de réfléchir à ce qu'il y a de mieux pour votre pays et pour vos enfants. J'ai échoué à déjouer le désastre qui s'annonçait depuis plusieurs mois et peut-être plusieurs années. J'en assume pleinement la responsabilité sans me défausser sur les circonstances du quinquennat ni les trahisons. C'est la seule attitude que me dicte mon éthique politique. Cet échec est une profonde meurtrissure. J'appelle donc
abattre le plus fortement et le plus puissamment possible le Front National, abattre l'extrême droite en votant pour Emmanuel Macron, même si celui-ci n'appartient pas à la gauche et n'a pas vocation à le représenter demain. Je fais une distinction claire, totale, entre un adversaire politique et une ennemie de la République.